C'est bon. Très bien, merci à tous de participer à ce troisième webinaire proposé par le campus des métiers des qualifications de la relation client. Aujourd'hui, un webinaire un peu spécial d'ores et déjà, puisqu'en fait on entame en fait un cycle de 3 webinaires entièrement dédiés aux médias sociaux et on a souhaité pour cette thématique forte présente dans l'ensemble de nos référentiels de formation, mais des préoccupations majeures, je dirais, du monde économique et professionnel, faire appel à une de nos partenaires également très fidèles du campus, une experte dans son domaine et une praticienne, et c'est sur ces compétences-là que nous avons souhaité solliciter Myriam Laga, qui se présentera peut-être juste avant de démarrer, mais c'est vrai que c'était sans doute l'une des personnes dans notre territoire qui connaît le mieux, je dirais, cette thématique, et je l'en remercie grandement. Quelques informations d'ordre pratique. Vous êtes 41 personnes inscrites participant à ce webinaire. N'hésitez pas, j'en profite à en parler autour de vous, parce que je suis certain que cette thématique, comme d'autres thématiques qui vont venir, peuvent intéresser un maximum de collègues, tant enseignants que professionnels. Parmi ces 41 participants, nous avons là aussi une belle diversité, 2 personnels de direction, 34 enseignants et 5 professionnels. L'objet du webinaire, je vous rappelle très rapidement, c'est vraiment véritablement d'impulser d'autres dynamiques de partage et de travail collaboratif, de proposer d'autres modalités d'apprentissage et de perfectionnement, d'où ce format court et un peu en dehors justement des je dirais des heures traditionnelles de travail entre guillemets. C'est également se confronter à des experts et des regards extérieurs. Et c'est surtout également d'avancer individuellement encore plus collectivement dans la transformation de la voie professionnelle qui nous est chère. Je vous rappelle effectivement l'intérêt et l'enjeu que vous puissiez interagir avec l'intervenante et pour cela donc d'utiliser d'ores et déjà et au fur et à mesure de sa présentation le chat pour poser toutes vos questions. L'intervention devrait durer donc entre 20 et 25 minutes et donc nous aurons 45 minutes de questions-réponses et d'échanges entre nous et avec Myriam Laga. Myriam, je te propose de commencer si tu es prête et je t'en remercie grandement de nouveau. Allez, ok, super, merci Denis. Alors je vais activer la caméra, c'est toujours bien de mettre un visage. Donc bonjour à tous. Donc nous allons procéder à ce webinaire. Donc c'est ce webinaire, donc en fait, donc c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Un outil incontournable pour communiquer pour les entreprises. Donc sachez que ce webinaire, en fait, en tout cas cette thématique va être traitée sous la forme d'un cycle de 3 webinaires qui sera décomposé donc en 3 sessions. La première, c'est appréhender l'importance, la différence et la puissance des différents réseaux sociaux. Ensuite, donc c'est celle qu'on va traiter aujourd'hui. L'idée, c'est de vraiment d'avoir une bonne entrée en matière et de pouvoir ensuite, sur la session numéro 2, connaître les clés pour animer une communauté sur les réseaux sociaux à travers des cas pratiques. Donc ces webinaires, en tout cas, se veulent le plus pratique, surtout sur les 2 prochaines sessions. Ensuite, donc voilà, là on pourra rentrer dans le détail donc avec des exemples d'activités en commerce en B2B et en commerce B2C, donc avec Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Et ensuite, sur la session 3, donc l'objectif est toujours de pouvoir mesurer les actions qu'on met en place, c'est-à-dire qu'à un moment donné, être présent sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais derrière, il faut pouvoir mesurer, analyser pour ensuite réajuster si c'est nécessaire. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour introduire donc, le sujet. Donc, comme le disait Denis, je vous propose de terminer, enfin, en tout cas de dérouler la présentation et n'hésitez pas à préciser toutes vos questions à laquelle je pourrai répondre à la fin de la présentation. Donc, pour introduire le sujet, donc évidemment, donc les réseaux sociaux aujourd'hui, pourquoi c'est important. Donc, on a donc ici, on a vu apparaître depuis quelques années ce qu'on appelle la génération Atawad. Donc, c'est un acronyme qui parle de l'attitude du consommateur, du nouveau consommateur, mais qui est déjà installé maintenant depuis quelques années, une dizaine d'années. Donc, c'est le concept du anytime, anywhere, any device. Donc, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur a besoin donc d'avoir accès à l'information n'importe quand,
n'importe où et à partir de n'importe quel outil. D'accord? C'est l'avènement donc de l'affichage dynamique, mais surtout l'explosion du mobile qui aujourd'hui a fait que c'est un comportement qui s'est amplifié. Donc l'idée c'est de donc aujourd'hui ce nouveau consommateur souhaite consommer tout de suite, n'importe quand, n'importe où, via n'importe quel canal. Et forcément, donc du coup, avec cette nouvelle attitude, on voit bien que l'arrivée aussi des réseaux sociaux est venue amplifier cette attitude parce qu'aujourd'hui, donc faut faire un petit peu la genèse, la création d'Internet en 2000, pour en 2007, enfin, en tout cas l'avènement ou les premiers pas d'Internet en France, et en tout cas dans les sociétés, donc 2005, 2006, 2007, 2008. Donc à partir de là, c'était ce qu'on appelle Internet 1.0. Donc là, on allait sur Internet, on cliquait, puis on allait chercher de l'information. Google voulait bien nous répondre et on avait une information. Ensuite, on a vu arriver le 2.0. Donc là, c'est l'interactivité avec les internautes. Donc cette interactivité, donc du coup, hop, excusez-moi, voilà. Donc cette interactivité, ça a permis aux réseaux sociaux de prendre toute leur place, hein, puisqu'aujourd'hui toutes les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux sont à la recherche de partage d'informations. Ça a commencé d'abord avec les forums où on pouvait prendre la parole, poser des questions. Voilà, donc et à nouveau, donc comme quelque part c'est le consommateur qui aujourd'hui crée la tendance, on verra un peu plus tard. Mais les réseaux sociaux ont connu un effet aussi exponentiel en termes de développement. Et aujourd'hui, on voit par exemple qu'à travers le monde, sur Facebook, on a des utilisateurs actifs mensuels, parce qu'en fait, ce qu'on appelle actifs, ce sont des personnes qui continuent de se connecter, hein, les comptes inactifs. Donc 2 milliards d'individus, plus de 2 milliards 400 millions d'individus sur Facebook, 2 milliards sur YouTube. Alors les pictogrammes, là, donc je les lis, donc Facebook, YouTube, 1 milliard 500 000 sur WhatsApp, donc qui est une solution de messagerie instantanée, 3 millions, 1 milliard, pardon, 300 millions sur Messenger. Ensuite, donc tout ce qui est messagerie instantanée, donc pareil, on est autour de plus d'1 milliard. Le dernier qui est arrivé en 2013, 14, donc à peu près, oui, 2014, donc c'était Instagram. Donc aujourd'hui, il a dépassé la barre des 1 milliard d'utilisateurs aussi actifs mensuels. Et donc ensuite arrive derrière, donc sur des utilisations qui sont moins grand public, donc des réseaux de type professionnel, donc avec LinkedIn. On a vu disparaître en 2016, enfin 2017 exactement, Viadeo, qui était lui aussi un réseau professionnel en B2B, d'accord. Donc aujourd'hui, quasiment le seul qui est resté vraiment B2B, c'est LinkedIn. Et Pinterest suivi derrière aussi avec une grande avancée, même si aujourd'hui, voilà, 291 millions. Et donc Snapchat qui concerne principalement les jeunes. Et ensuite Twitter qui, celui-ci est un réseau un petit peu plus spécialisé. On rentrera dans le détail de tous ces réseaux par rapport à leurs fonctionnalités dans la deuxième session. Mais là, vraiment, c'est vraiment de comprendre un petit peu ce panorama des différents réseaux sociaux et de le ramener un petit peu à nos usages, à nous en France. Donc là, par exemple, donc on voit que, par exemple, si on regarde, alors on va pas tout détailler tous les chiffres, c'est pas l'objectif, mais quand on regarde le nombre de visiteurs uniques par jour et le nombre de visiteurs uniques par mois, donc on se rend compte quand même qu'il y a une grande activité sur beaucoup de réseaux, notamment sur Facebook, sur un tiers sur YouTube. Ensuite, on peut considérer qu'il y a une personne qui se, enfin, avec cette moyenne minimum tous les 2 jours sur ces réseaux-là, donc sur Instagram. Et donc là aussi, ensuite, WhatsApp. Et on voit que là, finalement, la régularité de connexion, c'est sur Snapchat, c'est les jeunes qui aujourd'hui l'utilisent complètement comme un outil de messagerie instantanée. Et ensuite, donc Twitter, là aussi un tiers, donc des personnes qui se connectent quasiment tous les jours. Et ensuite sur LinkedIn et ensuite derrière Pinterest. Donc là, vous verrez que ce sont des réseaux Pinterest qui sont les derniers arrivés, qui ont tout leur potentiel et qui pourtant n'ont pas encore complètement percé. Alors, l'ère du digital en quelques chiffres aussi. Donc, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, quasiment 60% de l'ensemble des internautes français sont sur les réseaux sociaux. D'accord. En parallèle, on n'est pas forcément les leaders en Europe, hein, puisque la moyenne européenne, c'est 67%. Donc, on considère qu'on est à la traîne. Mais bon, voilà, c'est plus de la moitié qui sont sur les réseaux sociaux. Plus de milliards d'heures de vidéos visionnées chaque jour sur YouTube. C'est juste énorme en termes de consommation de vidéos. Donc là aussi, ce chiffre-là est important parce que quelque part, ça montre bien
l'éducation des internautes à recevoir une information plutôt qu'une autre. Ils ont été habitués à des visuels, à des vidéos, et c'est un vrai engouement aujourd'hui, d'où aussi l'importance des nouveaux réseaux comme Instagram et Pinterest qui sont très orientés sur des visuels. En moyenne, 46 minutes par jour, on parle bien d'une 41 moyenne, puisqu'il y a des personnes qui vont peut-être y passer 10 minutes, mais d'autres peut-être 2-3 heures par jour. Donc, à consulter des sites et applications sur mobile. Chiffre d'affaires Twitter, le petit dernier, pour vous donner par rapport à celui qui est un des derniers, il est quand même à 789 millions de dollars. Donc là aussi, l'économie que ça génère en termes de, enfin l'économie tout simplement. 3 milliards de snaps sont envoyés quotidiennement. Donc pour vous montrer un petit peu l'importance de cet outil, c'est juste énorme. Et les stories Instagram, 400 millions de stories chaque jour. Là aussi, on peut donner en termes de comportement. Aujourd'hui, les stories sont principalement, enfin, les jeunes ne communiquent quasiment que par story. Quand on regarde sur les fils d'actualité, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, la story aujourd'hui est très très plébiscitée. Donc là aussi, on voit par rapport une évolution par rapport il y a quelques mois, ne serait-ce que quelques mois, par année, un fil d'actualité traditionnel sur Facebook et aujourd'hui, petit à petit, ben, on voit que ça dévie vers de la story, de l'instantanéité, de l'information qui disparaît. Donc voilà, donc c'était Twitter qui avait un petit peu lancé ce précepte il y a quelques temps. Instagram a suivi avec euh, Snapchat pardon a suivi avec sa solution de messagerie instantanée. Ensuite, c'est Instagram et maintenant Facebook qui recopie parce qu'ils suivent la tendance. Ils se rendent compte que il y a de Facebook, par exemple, les 13 ans, 25 ans ont déserté Facebook, ils sont là mais ils ne sont pas forcément actifs. Donc Facebook va regarder un petit peu ce qui se passe sur Snapchat et sur Instagram pour essayer de recapter cette audience-là. Donc il y a aussi constamment donc une évolution par rapport à ces médias sociaux. Donc voilà, ce que je vais vous dire aujourd'hui ne sera peut-être pas valable dans 6 mois, 1 an. Et ça aussi, ça fait partie un petit peu de l'évolution du digital et des nouvelles attentes. Donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne fera pas marche arrière, mais voilà, il faut être très attentif. Donc par rapport aux réseaux aujourd'hui qui sont les plus utilisés en France, donc par exemple, je crois que pour j'ai regardé une étude de cas, c'était par exemple Nathan qui lui, sa stratégie sur les réseaux sociaux, c'était très simple, c'était le grand public, on l'adresse sur Facebook, les parents qui sont présents. Et par contre, on développe une plateforme spécifique pour les professeurs qui s'appelle Léa, il me semble, Léa.fr, où justement, on crée le réseau social spécifique à une demande d'une communauté, donc là, tous les enseignants, pour échanger autour de la thématique. Donc là, voilà, donc ça, c'est vraiment les réseaux sociaux leaders en France, mais il y en a pas mal qui peuvent aussi se retrouver autour de communautés qui, des fois, peuvent avoir du sens en fonction de la stratégie et de la marque et de la cible. Donc aujourd'hui, ce qu'on va retenir sur cette première slide qui rentre dans le sujet, donc quand on prend par exemple Facebook, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque réseau social a sa propre charte, a sa propre identité et a ses propres codes, d'accord? Donc en fait, ce qu'on va dire, et on le verra dans un exemple un petit peu décliné tout à l'heure, on ne va pas sur Facebook de la même façon qu'on va sur LinkedIn. Ça paraît évident quand on s'adresse à du grand public, mais on ne va pas de la même façon quand on est sur Facebook ou qu'on va sur Instagram ou sur Pinterest, d'accord? Donc ça, c'est important. Donc si on regarde par exemple Facebook, aujourd'hui, Facebook c'est plutôt un réseau social qui se veut convivial où la libre expression, entre guillemets, de partage. Donc les limites par rapport à l'utilisateur, bon, c'est le contenu, on ne peut pas non plus avoir une... Voilà, et la notion de contrôle aussi, qui, vous le savez, aujourd'hui, est vachement renforcée. Voilà, donc il y a pas mal... Bon, euh, pour une marque, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Facebook est un leader, c'est lui qui a le plus d'utilisateurs. Donc, en termes de puissance de communication, au niveau de la notoriété, de l'acquisition, de la génération de trafic, pour faire du social CRM, pour faire de la conversation à travers des outils de messagerie instantanée. Aujourd'hui, je peux rentrer en contact très rapidement avec une marque si je suis sur sa page. Donc là aussi, il y a des outils qui sont développés dans la foulée pour pouvoir apporter des premiers éléments de réponse sans forcément être derrière son PC, d'accord, pour une marque. Donc c'est cet outil quand même qui est vachement puissant. Donc celui-là, aujourd'hui, il est incontournable malgré tout pour une marque, même si exister sur Facebook, c'est un petit peu aujourd'hui exister sur Google quoi, il y a quelques années, d'accord. Donc le code de la plateforme, ça va être un code qui va être plutôt conversationnel et on va chercher le contact, la conversation.
et la tonalité éditoriale est plutôt conviviale. Alors, je fais, pour vous montrer un petit peu l'évolution et vraiment cette importance, euh, Facebook a complètement changé son algorithme récemment parce qu'il a considéré qu'effectivement, on n'était plus du tout dans la conversation sur Facebook. On était, pour les personnes qui sont sur Facebook, on voit une information, éventuellement on top un ami, et alors qu'au départ, le code de la plateforme, c'était vraiment je veux que les personnes échangent entre elles, communiquent, et non pas juste regarde, like, et voilà. Donc il y a une vraie réflexion là par rapport à Facebook de revenir comment refaire échanger les personnes entre elles. Donc, ils ont privilégié tout récemment donc, les groupes en disant ben, un groupe est fait pour communiquer. Donc, ils ont comment dire, diminué le reach, en fait, la visibilité des pages sur Facebook. Et tout ça, c'est en train d'évoluer. Donc, on a vu il y a quelques mois des marques complètement disparaître de Facebook, puisqu'en fait, elles avaient bâti leur communication et du jour au lendemain, Facebook ne les affichait plus. Donc, ça a été très compliqué de remonter la pente. Voilà, ça c'est un petit peu le leader Facebook. Ensuite, on a YouTube qui aujourd'hui on ne considère pas que c'est un réseau parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interactivité et pourtant c'en est un. Là, on est clairement dans la consommation de contenu. Donc, on a vu tout à l'heure que finalement sur YouTube, on n'a pas cette connexion quotidienne, mais pour autant, quand on y va, ben, on peut y passer du temps. Parce qu'à un moment donné, on est dans une recherche d'une information, de vidéos, de choses spécifiques, d'écouter de la musique ou du tutoriel ou enfin, du tutoriel, du pratique, et donc ou un exposé, enfin une conférence, et tout ça, ben, finalement, c'est le plaisir, le divertissement, la culture qu'on va pouvoir retrouver à travers cette plateforme. Et là, on est clairement dans du partage, de l'expression. Et l'avantage donc pour une marque, comment elle peut utiliser cet outil-là, c'est plutôt sur de l'impact vidéo, la storytelling, la virabilité publicitaire, la collaboration avec les youtubeurs, les youtubeuses. Donc là, l'idée, c'est clairement, aujourd'hui, je suis une marque, comment je peux utiliser cette plateforme pour me faire connaître. Donc en général, comme je le précise aux marques, c'est plutôt ben, utiliser la touche plutôt divertissant. Il faut surtout que ce soit quelque chose qui soit facile à regarder et aussi aller sur le pratique. Comment je fais? C'est-à-dire que j'ai des produits et à un moment donné, ben, comment plutôt que faire un film publicitaire, c'est plutôt comment aborder ce produit de façon, comment dire, de façon un peu différente, comment l'utiliser, comment le détourner, apporter un petit peu une communication autour de sa marque ou de ses produits. Voilà. Et ce qui est la tonalité éditoriale sur YouTube, c'est pas une chaîne de télé, c'est vraiment une plateforme de vidéo. Et on recherche aussi l'authenticité. Une marque qui va communiquer qu'avec des vidéos super bien faites, c'est sympa, mais si derrière, il n'y a pas une ligne éditoriale un peu sympa qui se différencie un peu par exemple, ça n'aura pas de sens. Je donne souvent comme exemple par rapport à YouTube. À un moment donné, je parle du roi Merlin qu'on connaît tous. Ils ont décidé d'adresser YouTube. Ils se sont dit, ben, en fait, comment être présent dans l'esprit des personnes avant la création de leur projet. D'accord. Donc, c'est le how to do, le pratique. C'est j'ai besoin de poser un parquet. Est-ce que c'est facile à faire si je veux m'en occuper moi? Donc, ils ont commencé comme ça à préparer pas mal de tutoriels sur YouTube. Et ça a permis de capter comme ça pas mal de personnes. Et à la fin donc, de leur vidéo, c'était de dire, bah, écoutez, vous avez compris que c'était hyper facile à faire. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à aller acheter ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là, et vous serez sûr de ne pas vous tromper. Donc voilà comment on peut, à un moment donné, le roi Merlin, qui faire de la publicité sur des produits, faire des vidéos juste sur des produits, là, ils ont complètement détourné, ils se sont fait voilà, le bricolage pour les nuls, entre guillemets. Je suis une femme, c'est facile, je veux les bricoler. Voilà. Ils ont comme ça décliné toute une stratégie autour de comment faire. Google Plus, on n'en parle pas. C'était au départ Google qui se voulait concurrent de Facebook. Ça n'a pas marché. Donc, il a décidé il y a un an à peu près de supprimer Google Plus. Donc, on passe. Voilà. Donc, ensuite, on a Twitter. Aujourd'hui, Twitter, c'est clairement. Ce que, Oui. Il y a une question? Pardon? ce que je te propose, Myriam, c'est peut-être de revenir en fait sur cette diapositive lors des questions-réponses, d'accord? Plutôt, D'accord. Ok. vu le temps qui passe, d'accord? D'accord. Allez, très Merci. bien.
Alors peut-être, alors voilà, pour dire juste, donc je vous ai pris un exemple plus Bolimo. Donc à la base, c'est donc une agence immobilière, un réseau d'agents immobiliers de la région. Donc le PDG se dit, bah, tiens, pour faire parler de la marque, donc toujours comment je vais adresser les réseaux sociaux plutôt que bon, agent immobilier à part des annonces, c'est, bah, tiens, j'ai l'idée de parodier le quotidien des agents immobiliers pour développer la notoriété du réseau par l'humour. Donc du coup, par rapport à ça, OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc créer des pastilles vidéo, des petites séances de tournage où on mobilise toute l'équipe et c'est une aventure humaine et voilà. Donc la stratégie s'appuie sur 2 axes. Donc c'est la stratégie de brand content orientée sur des vidéos pastilles parodies sur le registre humour. Alors brand content, c'est quoi? C'est du contenu qui va être créé par la marque, hein. C'est je valorise mon propre contenu, je ne vais pas le chercher ailleurs. Et ensuite, c'était de dire, ben, si on veut que cette marque, enfin, cette parodie ait tout son envol, si c'est juste lié à une marque, elle risque d'avoir un petit peu le côté publicitaire qui risque de faire son flop. Donc, on va la dissocier de la marque, du réseau Maxium, afin de lui donner une valeur propre et indépendante sur d'autres marchés, pour essayer ensuite, avec le jingle, de faire connaître Maxium, mais d'une façon détournée. D'accord? Donc ça, c'est le cas de cette société. Derrière, donc on s'est dit, ben ok, quelle est notre cible? Donc on a besoin, on est sur LinkedIn, on a besoin de recruter, on a besoin de, évidemment YouTube, on est sur de la vidéo, donc c'est incontournable. Notre grand public, c'est Facebook, Instagram aussi, puisque là aussi, ben, voir comment, quelle ligne éditoriale on va définir. Et ensuite, ben, sur Twitter, parce que ben, on est des professionnels et que c'est un réseau B2C, B2B, pardon. Donc voilà, on s'est dit, ben ok, à la suite de ça, une fois qu'on a identifié les réseaux sur lesquels il était pertinent d'aller être présent, donc on a défini une ligne éditoriale, d'accord, alors PBLI pour Pubolimo, et on s'est dit, bah, ok, mais il faut être présent sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram, mais qu'est-ce qu'on va mettre? On ne peut pas mettre la même chose sur chaque réseau social. Donc on a défini donc à partir de ces vidéos quel contenu on va pouvoir produire. Donc les vidéos, c'est le cœur de la communication, mais derrière, comment on va pouvoir décliner ce contenu-là et le proposer sur différents réseaux. Donc Facebook, on s'est dit, ben, ok, les vidéos vont être quasiment, c'est notre cœur, elles vont être publiées sur tous les réseaux, sauf sur Instagram qui ne permettait pas la publication de vidéos au-delà de 15 secondes. D'accord. Et ensuite, on s'est dit, bah ok, mais faire exister comme ça toutes les semaines, si on fait qu'une publication par semaine, ça va pas s'envoler. Donc on s'est dit, bah ok, on va faire les répliques cultes des agents immobiliers ou les répliques décalées des agents immobiliers. Et là, ben, il nous fallait du contenu. Donc là, on a décliné à chaque fois pour quel réseau et quel format on allait adapter pour chaque réseau. Donc là, après, bon, vous aurez le plaisir d'avoir en tout cas ce document-là. Les photos making-of aussi, de parler de l'aventure, comment ça s'est passé au niveau des tournages, les pires annonces immobilières, les canulars téléphoniques, donc les coups de cœur immobiliers. Alors, ok. Alors, non, excusez-moi. Alors, donc, nos coups de cœur immobiliers, donc les moments de vie, donc ce qu'on appelle les moments de vie, c'est en tout cas, joyeux Noël, c'est la rentrée des classes. Voilà, donc tout ça, c'était pour donner un petit peu une présence sur les réseaux sociaux et ensuite définir le traitement, comment on va le faire, quel visuel, voilà, avec des exemples pour que derrière, combien de fois par semaine. Voilà, donc ça, clairement, on est sur un exemple de dire, ben, ok, aujourd'hui, je suis une marque, je dois aller définir ma stratégie sur différents réseaux sociaux. On voit bien que les réseaux sociaux n'ont pas du tout les mêmes attentes par rapport à leur ligne éditoriale. Il faut qu'on réponde à cette ligne éditoriale. D'accord. Voilà, c'est un exemple vraiment pour expliquer le contexte, mais on aura des cas qui seront plus précis dans la deuxième session. Alors, ok. Pourquoi? Ok. Voilà, donc de la même façon là, alors je regarde le temps qui nous reste. Denis, on est. Oui, ben Vas-y, voilà, vas-y, prends, voilà. on en a deux, voilà, on sera bon au niveau du timing. Voilà, donc là Voilà, très aussi, bien. donc voilà, on comprendre les réseaux sociaux. Donc là, je vous ai reproposé donc un petit panorama des différents réseaux sociaux qui aujourd'hui sont plébiscités. Donc Facebook, donc on retrouve donc l'esprit communautaire, la conversation, l'engagement. C'est important de savoir qu'aujourd'hui Facebook, la frontière entre le B2B et le B2C, elle est elle est très fine, d'accord. Aujourd'hui, les marques qui travaillent en B2B sont aussi présentes sur Facebook.
Et tout ça s'explique parce qu'une fois de plus, le consommateur, enfin l'internaute qui est au cœur de ces évolutions, aujourd'hui, on est tous avec notre téléphone, notre smartphone, on a nos applications qui sont embarquées. Et en fait, à n'importe quel moment de la journée, on peut se connecter sur Facebook, on peut se connecter 5 minutes avant la pause ou à midi. La première des choses qu'on va peut-être faire, c'est vérifier, checker notre Facebook. Et donc là, en fait, ce qui est super intéressant, par exemple, sur ce type sur Facebook avec le B2B, c'est de se dire, ben, cette cible-là, à midi, celle qui travaille, elle va se connecter. Donc, si on cherche une cible de salariés, ben, on va plutôt faire de la publication sponsorisée sur une cible très précise à partir de midi, pendant 1 heure, pendant la pause de déjeuner, et sur un rayon de, imaginez que je suis un restaurant de sushi et que je suis dans le centre-ville de Marseille, ben, à un moment donné, je vais lancer ma sponsorisation, ma publicité payante en disant, ben, en fait, voilà, je veux apparaître sur le fil d'actualité à 11h50 pendant 2 heures et je veux apparaître sur toutes les personnes qui sont dans un périmètre enfin, allez, 1 kilomètre autour de mon restaurant. Ça, c'est possible. Donc voilà pourquoi aussi ces frontières disparaissent de plus en plus. Donc là, bon, la marque employeur, service support, divertissement, contenu à valeur ajoutée, publicité très ciblée. Et aujourd'hui, donc vous savez que Facebook a déployé son réseau social, donc Facebook Business, d'accord, Facebook Place Business. Donc ça permet aussi à des entreprises, c'est l'OM qui utilise intégralement cet outil-là comme outil intranet de sa société. Donc là aussi, ben, Facebook se dit, OK, le grand public, j'ai une partie qui part chez Snapchat, Instagram, ben moi, je vais aller chercher chez les concurrents des personnes que je peux récupérer. D'accord. Donc tout ça pour dire que les réseaux sociaux, rien n'est figé, que les choses évoluent constamment, mais qu'à un moment donné, ben voilà, il faut prendre le train en marche et se dire ben, comment je réponds à ces réseaux sociaux et comment je m'intègre surtout au niveau de la stratégie. Donc après, donc on reprend là aussi, bon, Twitter, on l'a vu, donc peu d'intérêt pour les jeunes, on est surtout pour une marque. Donc c'est surtout un outil de veille parce que là on a beaucoup de journalistes, c'est un réseau à part entière d'actualité, donc il est très pertinent pour faire de sa veille ou pour se positionner en tant qu'expert, mais voilà, c'est plutôt partage d'expertise en B2B. Donc là, pour vous, étudiants, ça a beaucoup de sens d'être présent sur, pardon, excusez-moi, enseignants, ça a beaucoup de sens d'être présent sur Twitter. Bon, LinkedIn, c'est un réseau qui a vocation à être principalement B2B, donc on est sur de la recherche de job, du personal branding, de l'employabilité, du partage d'expertise. Voilà, donc on est clairement sur une stratégie B2B. C'est comment moi, en tant que professionnel, je veux me positionner en tant qu'employeur avec une vraie stratégie et comment me faire connaître aussi de mes pairs sur une thématique. Donc YouTube, on en a parlé. Donc des vidéos aujourd'hui, ça peut être voilà, pendant un petit moment, on a publicité des vidéos courtes, mais voilà, en général, la moyenne sur YouTube, ça peut aller jusqu'à 15 minutes. On est capable de capter du monde à partir du moment où notre contenu est intéressant. Il faut savoir, par exemple, sur les vidéos, c'est que les 15 premières, je crois que c'est les 3, même pas les 3-4 premières secondes sont décisives. C'est-à-dire que si pendant les 3-4 secondes, vous n'avez pas converti votre internaute pour la vidéo, vous le perdez. Donc voilà cet effet aussi zapping un petit peu aujourd'hui de cette information qui est accessible constamment. Donc Snapchat, c'est l'appli mobile des jeunes, vidéos et photos fun et remaniées, textes, filtres, stickers, voilà, enfin les frames, vous savez, c'est tous les filtres qu'on peut mettre sur les photos, les contenus autodestructifs, donc très peu utilisés par les marques. À part que par exemple, c'était, je crois, Nike qui a fait un événementiel sur Snapchat auprès des jeunes et qui a décidé de vendre à un prix défiant toute concurrence une paire de baskets pendant la durée d'un match qui était un match de basket. Voilà, donc il y a moyen pour certaines marques, mais ça demande un effort et c'est surtout si on a notre cible qui est très très jeune. Voilà, donc après, alors Instagram, donc là aussi, on est sur des vidéos cette fois-ci qui sont très courtes. Hein. L'objectif, c'est pas d'être sur Facebook ou sur YouTube. Et Instagram a un code vraiment comment dire, une attente en termes de visuel qui est assez importante. C'est un réseau qui a été investi par des influenceurs, les blogueurs,
Et on pense là dans les prédictions assez courtes, à moyen terme, c'est qu'il risque d'y avoir un désintérêt de Instagram pour la raison suivante, c'est que ça a été trop envahi justement par le côté influenceur et le code qui était au départ était la belle photo, le partage d'eux, est en train de disparaître puisqu'en fait aujourd'hui c'est devenu un outil de promotion pour beaucoup trop de personnes et l'intérêt initial a été un peu perdu de vue. Pinterest, donc c'est un principe, donc là, Pinterest pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors c'est un réseau social où il y a très peu d'interactions, mais par contre c'est très intéressant pour les marques qui ont un site internet et du contenu à promouvoir et un site marchand ou alors un site où on doit promouvoir du contenu, notamment un blog par exemple. Donc l'avantage c'est que quand les personnes qui sont inscrites sur Pinterest, quand elles s'inscrivent, elles sont obligées d'identifier des centres d'intérêt. Donc à partir de là, quand une marque est présente, en fait, elle répond à un centre d'intérêt d'une personne. D'accord. Donc les personnes, ben, c'est un petit peu comme un magazine. Imaginez que vous ayez un magazine interactif et que vous feuilletez ce magazine que vous avez acheté sur la thématique qui vous intéresse, et ensuite vous découpez des pages et vous les mettez dans une pochette. Voilà, là c'est le principe des mettez sur un tableau. Et au fur et à mesure, donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez une première vignette qui va venir vous présenter succinctement une information. Et en cliquant dessus, vous allez arriver sur le site internet de la personne. Donc en termes de référencement naturel pour les marques, c'est hyper pertinent. Et c'est d'autant plus pertinent que c'est un réseau qui aujourd'hui n'est pas beaucoup utilisé et qui du coup, bah, c'est très facile d'exister et de se démarquer sur cet outil-là. Voilà, donc ensuite, on a le blog qui aujourd'hui ben, reste quand même un outil assez fort pour communiquer, d'autant plus que quand on a un blog sur lequel une marque va communiquer sur son expertise, sur des produits qu'elle a envie de mettre en avant, ça ne demande pas forcément de grands moyens, mais c'est surtout que derrière, elle va pouvoir viraliser son contenu, imaginez que c'est son site internet, son blog, sur tous les différents réseaux, mettre des liens sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram, c'est pas possible à moins de faire des annonces, mais voilà, donc là aussi, le blog aujourd'hui a encore de beaux jours devant lui, puisqu'en fait, c'est un petit peu voilà, le magazine de la marque à partir du moment où il est complet. Donc, j'arrive sur la fin. Donc, c'est vrai que 25 minutes, ça passe vite, c'est assez court, mais en même temps, voilà, c'était pour introduire le sujet. Comme je vous le disais aussi en introduction, donc clairement, on est rentré dans l'ère du digital. Aujourd'hui, tous ces réseaux sociaux et cette façon de communiquer ont créé un réel besoin d'échange de photos et de communication instantanée. Donc du coup, en fait, clairement, il y a peu de chances, à moins qu'on ait un bug Internet demain et que c'est terminé, il faudra qu'on se réadapte à ne plus avoir Internet. Mais le retour en arrière sur ces besoins identifiés, on ne pourra plus le faire. Donc il y aura une évolution certainement à nouveau d'outils, avec des fonctionnalités qui arriveront encore différentes, mais retour en arrière sur ce mode de consommation, on n'y croit pas. Voilà, donc donc je suis arrivée à la fin de la présentation, on va dire un petit peu théorique, mais en même temps avec le cas pratique. Je crois qu'on est bon au niveau du timing, non? Ça fait une petite demi-heure, Denis. Très bien, tu peux respirer, Myriam. Merci beaucoup pour cette présentation, très riche, très dense, effectivement, et c'est vrai que il y a beaucoup d'informations, mais c'est justement ce temps-là maintenant qui nous reste, que l'on va pouvoir partager avec toi et l'ensemble des participants. Alors, plusieurs d'entre vous ont posé des questions. Je te propose, Myriam, de reprendre peut-être depuis le début, éventuellement, voilà quelques questions qui t'ont été posées de manière à apporter quelques réponses. Alors, j'ai joué également le jeu. Alors, on peut prendre les premières. Voilà, je te posais la question, voilà, quel est le réseau social par excellence pour toi aujourd'hui, celui qui te correspond le plus à titre personnel et celui qui te correspondrait le plus à titre professionnel. On démarre là-dessus et puis ensuite, je demande également aux participants de continuer à poser vos questions via le chat. Merci. Alors oui, alors je vais répondre oui, effectivement le réseau. Alors un réseau social par excellence, j'ai envie de dire, il n'y a pas de, enfin en tout cas il n'y a pas de réseau social par excellence. La première question qu'il faut se poser, c'est l'objectif cible. C'est-à-dire à un moment donné, quel est mon objectif, à qui je m'adresse? Voilà, en sachant qu'effectivement sur chaque réseau social, on a quand même des spécificités. On a vu que sur Snapchat c'était des jeunes, sur Facebook aujourd'hui c'est plutôt
Voilà, c'est 35 ans jusqu'à enfin, 19 ans et plus. Donc là, clairement, c'est quel est mon objectif, quelle est ma cible. Alors après, donc ça, pour répondre de façon précise, à titre perso, celui qui me correspond le plus, moi j'aime bien Pinterest. Je fais partie de ces personnes où Instagram, où j'étais très fan au début et petit à petit, je trouve que ça a perdu un petit peu de son, ben de son attrait. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier Pinterest à titre personnel, professionnel, Avant, forcément par rapport. Oui. ah, tant qu'on est justement sur Pinterest, avant d'aller sur le professionnel, Nadia Séné posait la question de l'intérêt de Pinterest, puisque justement, qu'est-ce que tu trouves comme intérêt dans Pinterest? Alors à titre personnel, pour le grand public, ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me pose une question, j'ai défini des centres d'intérêt et quand je me connecte sur cette plateforme, ben, d'intérêt. Alors ça peut être la mode, ça peut être enfin, alors ça peut être la mode, ça peut être enfin, on peut imaginer, il y a énormément de thématiques, ça peut être du droit, ça peut être du web marketing, des infographies, c'est très visuel. Et je trouve que déjà la façon dont c'est présenté, ça veut dire on a très rapidement un résumé de ce qui nous est proposé. Et si on souhaite aller plus loin, ben, on va pouvoir cliquer et aller plus loin. Et ce qui est super intéressant, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, on a la possibilité de dire, ben, tiens, cette information m'intéresse, mais je n'ai pas le temps de la lire maintenant. Donc, je vais la prendre et je vais ce qu'on appelle enfin, Pinterest, je vais l'épingler dans un des tableaux que moi je vais me créer. C'est-à-dire même si j'ai défini que j'avais plusieurs centres d'intérêt, à un moment donné, je peux dire, ben, ok, d'accord, mais dans ce centre d'intérêt, moi j'ai encore envie de décliner et je vais dire, ben, je veux le mettre dans mon tableau à lire plus tard, exemple de cas pratique, tiens, la mode cet hiver c'est quoi. Je peux me créer autant moi de tiroirs que je souhaite pour mettre mon contenu. Donc c'est un réseau qui est très chronophage, mais par contre pour les marques, en termes de, c'est un des réseaux aussi où il y a un taux de conversion qui est beaucoup plus important puisqu'on est, on a déjà manifesté nos centres d'intérêt comme je vous le disais et on prend le temps sur ce réseau. C'est pas un réseau qu'on va survoler comme un Facebook où on va défiler un fil d'actualité, où on va sur Instagram avoir vite un coup d'œil parce qu'il n'y a pas vraiment d'interactivité. Donc là, Pinterest, on prend le temps. Et donc en plus, au niveau de la cible, on est sur une catégorie socio-professionnelle plus et donc 85% sont des femmes sur Pinterest, il faut le savoir. Et donc du coup, et le taux de conversion d'achat, d'accord, quand je fais ma demande et que j'en cherche quelque chose, derrière mon taux de conversion est vachement plus important. Donc c'est pour ça que pour moi c'est une pépite à titre professionnel à partir du moment où on a un site internet parce que si vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas d'intérêt à être sur Pinterest. Il faut avoir du contenu à aller proposer, à venir cliquer sur soit son blog. Facebook, par exemple, il n'accepte pas de lien sur Facebook, donc on est vraiment sur votre propre contenu, donc c'est intéressant. Très Donc ça, bien. c'est voilà. Alors, je vois qu'il y a une... Hop, je vais descendre en bas. Merci, ok, d'accord. Voilà, donc ensuite, à titre professionnel, je ne suis pas originale, mais Facebook, comme je disais, la frontière est très fine et je vois que via Facebook, j'ai beaucoup aussi aujourd'hui de demandes professionnelles où on est identifié parce qu'on explique quand même où est-ce qu'on travaille. On peut ne pas le mettre, mais on a quand même une carte de visite qu'on affiche, où est-ce qu'on a travaillé, à quel endroit. Et la recherche, par exemple, sur des personnes, je vois, enfin, en tout cas, j'imagine la raison, c'est que c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec quelqu'un sur Facebook que sur LinkedIn, par exemple. LinkedIn, il faut le demander à la personne en ami. Enfin, c'est, voilà. Donc, du coup, envoyer un message. Donc, là, on peut envoyer directement un message à n'importe quelle personne. Alors, certes, il n'ira pas de suite dans son outil. Mais voilà, donc Facebook, pour moi, est un petit peu le réseau qui aujourd'hui permet de s'adresser au grand public et en même temps avoir son réseau professionnel. Surtout qu'avec les fonctionnalités qui existent sur Facebook, il faut savoir que vous pouvez vous créer vos propres listes de diffusion. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que moi, j'ai enfin, en tout cas deux comptes Facebook, un qui est lié à mon activité CCIMP, un autre qui est entre guillemets semi-personnel. Et ben, je pourrais très bien fusionner ces deux comptes. Et à chaque fois que je rentre une personne dans mes contacts, dire ben, cette personne, c'est mon réseau personnel ou cette personne, c'est mon réseau professionnel. Et du coup, je peux très bien dire, quand je vais publier une publication, dire ben, tiens, ça, c'est de l'ordre privé. Donc, il n'y a que mes amis intimes qui vont le voir. Et sinon, je vais faire une autre publication, je vais dire celle-ci, elle va être publique, tout le monde va le voir. Ou alors,
il y a une information que je vais considérer qui ne va intéresser que des professionnels que j'ai identifiés, bien sûr. Et donc là, je vais faire mon réseau professionnel. Et du coup, il n'y aura que ces personnes qui vont voir cette information. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va éviter, bah, ça m'arrive, hein, on est tous, je vais des fois publier des choses qui n'ont pas de sens au niveau grand public, donc avec un taux d'engagement qui va être faible, mais pour autant, je pourrais moi l'optimiser, je le sais, en me disant, mais non, mais cette information, je veux pouvoir la diffuser qu'aux personnes qui vont être intéressées par cette information. Et du coup, forcément, augmenter ma visibilité. Voilà, donc voilà pourquoi Facebook, je trouve que c'est celui qui permet le plus de fonctionnalités en termes de communication et surtout d'interactivité malgré tout, même si, voilà, encore à ce jour. Très bien. Alors, Tant qu'on reste sur les réseaux sociaux, il y a la question sur Instagram de Madame Palomba. Instagram n'est-il pas en train de cannibaliser Facebook? Je pense que tu as commencé à effectivement parler de la montée en puissance exponentielle d'Instagram. C'est cela? alors, alors oui, cannibalisé dans le sens où effectivement tout le monde a. Bah, alors déjà, enfin, sachez que Instagram a été racheté par Facebook, hein, il faut le savoir. Donc, et cette montée en puissance d'Instagram s'est faite aussi parce que Facebook les a rachetés. Et donc, à un moment donné, on a tous eu la possibilité de lier notre compte Facebook pour comme ça créer beaucoup de comptes. Donc, ça a eu cet effet-là. Cannibaliser, j'ai envie de. Je suis pas sûre, c'est-à-dire que je me demande effectivement, moi, la question c'est est-ce qu'Instagram va perdurer? Parce que les fonctionnalités qui sont proposées, même si c'est un laboratoire qu'aujourd'hui, les vidéos qui au départ étaient de 2-3 secondes sont petit à petit agrandies. On a la possibilité de cliquer pour dire acheter pour aller sur un lien, mais les personnes sur Instagram ont été habituées à comment dire, enfin, on allait sur Instagram parce que là aussi, on cherchait du visuel, on cherchait de belles photos de mode, on cherchait de l'inspiration et qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis un peu perplexe. Je suis pas sûre que je me demande plutôt quel avenir à Instagram en sachant qu'aujourd'hui, c'est les stories qui sont principalement utilisées. Alors je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà, c'est parce que je sens bien qu'Instagram aujourd'hui se cherche à nouveau, quoi. Et il y a une perte de confiance en Instagram aujourd'hui de la part des utilisateurs. Alors, des exemples de viralité publicitaire en créant des buzz. J'ai en tête peut-être, vous savez, c'était là aussi, c'était Orangina, non, c'était Fanta, non, Oasis, pardon, Oasis. Oasis qui à un moment donné s'est dit, ben, pour aller sur les réseaux, il faut être un peu décalé. Je crois qu'ils étaient à 31 millions, je me rappelle pas si c'était eux, mais 31 millions d'abonnés fans sur Facebook. Tout ça parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, allez hop, on va faire des petites vidéos et on va avoir une communication décalée qui soit pas celle. Et puis ça a cartonné. Enfin, je crois que c'est eux qui ont raflé le nombre de records de nombre d'abonnés. Ensuite, ils ont eu aussi, comme vous disiez, la ligne éditoriale qu'on va décliner en fonction de chacun des réseaux et ils se sont dit ok super Facebook mais on va aussi pourquoi pas faire une vidéo avec un YouTuber qui est hyper célèbre et c'est ce qu'ils ont fait ça a eu un effet encore exponentiel donc ça c'est un des exemples que j'ai le plus en tête ensuite des exemples de viralité publicitaire moi je plutôt alors en créant des buzz j'ai plus envie de vous parler euh, d'exemples d'entreprises qu'on développera d'ailleurs mais c'était la petite parisienne et c'était les biscuits Chianti, je ne sais pas si vous les connaissez. Donc en fait, imaginez que c'est une personne qui un jour décide toute seule dans son coin de faire des petits biscuits avec des annotations dessus, d'accord? Donc pas de point de vente, pas de ci, pas de là. Et en fait, elle s'est développée principalement, enfin, elle se dit, bah, tiens, je vais faire mon compte Instagram. Et en fait, elle a explosé au niveau des followers. Et aujourd'hui, ben, elle a je ne sais pas combien de salariés. En fait, son aventure a commencé exclusivement sur Instagram parce que l'idée des petits biscuits avec avec des petits mots, je vais essayer de les retrouver là pour vous donner le nom précis si vous souhaitez aller voir sur Instagram. Ça nous permettra après d'échanger. Ces biscuits, hop, je le recherche en même temps. Hein. Alors, biscuits. Alors voilà, c'est ça, c'est Chanty Biscuit. Donc Chanty Biscuit, S-H-A-N-T-Y, biscuit avec un S. Donc elle a sur Instagram 83 300 abonnés.
pour une petite boîte marseillaise qui a commencé toute seule dans son atelier à faire des biscuits. Et alors voilà, donc par exemple, un des biscuits, c'est tu vas te détendre. Vous voyez les petits biscuits lus, là, les petits, voilà, tout simple, là, les beurres, quoi. Ben là, du coup, c'est parti de là. Alors que l'idée, c'est voilà, c'est tout simple, comme on était. Enfin, et du coup, et c'est la mise en scène de ces biscuits avec à chaque fois, voilà, c'est à cartonner. Donc à partir de la photo, c'est ce qu'on disait, il y avait une mise en scène du produit avec une photo, et là, ça a carrément fait le buzz. Donc oui, la viralité publicitaire en créant des buzz, ça a été ça. Et aujourd'hui, elle cartonne, elle a développé son business comme ça. Il y a aussi la petite parisienne, elle a décidé en fait, elle a communiqué pareil aussi sur Instagram, et elle s'est dit, ben en fait, c'est des dessous féminins, et elle s'est dit, ben moi je vais le faire, mais on va arrêter de retoucher les photos, on va plutôt prendre, c'est des photos de, voilà, quoi, on va mettre les produits en situation avec des femmes de tous les jours, et c'est ce qui s'est passé, et ça a bien plu, et là aussi ça a cartonné. Je crois que ça s'appelle la petite parisienne, il me semble, mais je suis pas sûre. Je retrouverai le nom. Voilà. Est-ce que On pour peut, les tant exemples, qu'on est oui. sur les exemples justement, oui, il y a la question de Mireille Palomba sur les exemples de flop, erreurs de communication via les réseaux sociaux. Tu as en tête comme ça des exemples? Euh, alors, les flops, l'avantage, c'est qu'on les oublie très vite. Mais par contre, des flops, alors je dirais en bad buzz, j'ai en tête une agence immobilière qui avait lancé une vidéo qui s'était dit là aussi, on va faire un clip avec le personnel et on va aller sur YouTube et on va se faire connaître comme ça pour montrer la bonne entente et tout ça et tout ça et tout. À part que ça a été un buzz, mais un bad buzz, mais en même temps, ça a permis à la société de se faire connaître. Donc souvent, le bad buzz, en fait, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il a l'avantage de plutôt, malgré tout, faire communiquer sur la boîte. Et donc là, c'était tout simplement, à un moment donné, il y avait une personne dans la vidéo, à quelques secondes, et puis il a été victime de moqueries, et il y a juste quelqu'un qui a dit, ah non, mais c'est dantesque, arrêtez-vous à la 45e seconde et vous allez voir à mourir de rire. Et en fait, il pointait du doigt une personne qui était dans la vidéo, et du coup, ça a eu un effet viral, mais voilà, non pas de l'idée de la société, mais parce qu'à un moment donné, dans la vidéo, il y avait quelque chose qui n'était pas forcément positif, et du coup, ça a fait un super bad buzz. Mais en même temps, la société s'est fait connaître davantage aussi comme ça. Donc voilà, le Très bad bien. buzz aujourd'hui, voilà, ça c'est de ce côté. Très bien. Est-ce Euh, que justement dans les usages, si je peux me permettre, euh, là on a vu combien l'utilisation des réseaux sociaux était chronophage pour les professionnels et même à titre perso. Qu'est-ce que tu observes réellement sur le terrain? Est-ce qu'on peut se dire que seules les grandes marques se payent entre guillemets les community managers? Et que finalement on attend dans les petits commerces, les TPE, que ce soit les vendeurs qui deviennent des vendeurs 3.0, donc qui aient développé des compétences pour pouvoir interagir chaque jour pendant peut-être des périodes creuses via les réseaux sociaux. alors, il y a deux choses dans ta question. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on parle du commerce, par exemple, il se doit d'être un commerce connecté, et il se doit de savoir utiliser les réseaux sociaux. C'est un minimum. C'est un minimum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu l'as très bien dit, quand on est commerçant, on ne peut pas être juste commerçant, on est aussi vendeur 3.0. C'est-à-dire que ça veut dire être un commerçant connecté, pouvoir répondre, être présent sur les réseaux sociaux, pouvoir répondre à une question en direct. C'est un nouveau canal de communication et de relations clients. C'est aussi savoir communiquer. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est accessible à tout le monde. Et effectivement, la préconisation qu'on fait aux commerçants, c'est si vous devez recruter quelqu'un, il faut intégrer cette partie. C'est-à-dire, on ne peut pas dire je prends juste un vendeur. Il faut prendre quelqu'un qui aujourd'hui a cette capacité sans être un community manager. Parce qu'après, un community manager, on est sur des termes de professionnalisation, mais sur des grosses boîtes voilà, ou des institutions où ça demande de passer énormément, énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. À l'échelle d'un commerce de proximité, non, il y a pas foule, c'est juste qu'il faut être présent et qu'à un moment donné, ça draine du monde supplémentaire. C'est un nouveau canal, comme je vous le disais. Et j'ai vu des exemples de commerces qui, franchement, n'avaient pas du tout les compétences au niveau des réseaux sociaux, qui s'y sont mis et qui, aujourd'hui, ne reviendraient pour rien au monde en arrière.
Et en fait, voilà, donc la notion de vendeur 3.0, elle doit être aujourd'hui évidente pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un commerçant qui s'installe ou un vendeur qui va qui souhaite travailler dans une entreprise, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, il faut que ce soit culturel, quoi. C'est pas possible de faire autrement. Très bien. Avant d'aller sur la question posée par Madame Palomba sur les formations à privilégier pour devenir community manager, il y avait quand même la question de Madame Séné sur les sites internet. Tu disais la présence indispensable des commerces, enfin des professionnels. Le site internet est-il encore, je dirais, d'actualité ou peut-on s'en passer? Là aussi, tout est question de stratégie. C'est-à-dire qu'avoir un site internet pour qu'il soit bien référencé, alors, est-ce que vous êtes sur du site marchand? Si vous avez besoin de vendre des produits en ligne, je vais vous dire, vous n'avez pas d'autre option que, alors à part avec les places de marché en parallèle, mais vous n'avez pas d'autre option que à un moment donné, d'avoir votre site internet marchand. Maintenant, si c'est un site à proprement de contenu, pour exister sur internet, c'est très très compliqué aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça demande des moyens de référencement qui sont conséquents en termes de temps et en termes d'argent, puisque c'est très difficile d'exister sans payer sur Internet. Et pourquoi tout à l'heure j'évoquais la notion de blog, c'est que pour une petite, on parle de TPE là, je ne parle pas de grosses boîtes, pour une TPE, le blog peut être très pertinent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'échelle humaine, déjà, il aura plus de facilité à être référencé par Google parce qu'il va préférer voilà, de l'authentique, entre guillemets. Et c'est surtout, ce sera plus facile à animer qu'un site internet qui va demander des moyens derrière beaucoup plus importants. Après, ça va dépendre, une fois de plus, c'est une question qui est difficile parce que ça dépend vraiment de la stratégie de la marque. À un moment donné, si, comme je disais, vous avez, alors je vais peut-être le présenter un cas, c'est-à-dire à un moment donné, vous décidez d'aller sur les réseaux sociaux, d'accord, de construire votre stratégie, dire non, j'ai pas besoin de site internet, il faut que je sois présente sur tous les réseaux. Ça, c'est bien, mais si vous n'avez pas un centre de ressources où vous allez chercher votre information, de l'actualité, de la mise à jour, des choses comme ça va être compliqué. Là, le site internet, même s'il n'aura pas vocation à sortir premier dans les moteurs de recherche, mais c'est votre base de données, d'accord? Donc ça a du sens. Maintenant, bon, ça, même si, voilà, petit à petit, ce qu'on appelle le média social et le média référencement, c'est que petit à petit, à travers la maille que vous aurez développée sur tous les différents réseaux sociaux, vous allez pouvoir petit à petit augmenter le référencement de votre site internet. Je parle tout à l'heure notamment quand on a parlé de Pinterest, c'est un excellent outil de référencement naturel. Donc voilà, là, ça peut avoir du sens. Maintenant, surtout que, comme on dit aujourd'hui, l'avantage de ces réseaux, c'est qu'ils sont payants. Alors évidemment, sauf si on fait de la publicité, mais le risque, c'est que c'est arrivé à certaines marques, c'est que du jour au lendemain, si vous n'avez pas votre propre stratégie, votre centre de ressources, entre guillemets, vous pouvez disparaître du jour au lendemain. Et c'est arrivé à Facebook, à des personnes qui étaient hyper actives sur Facebook, et du jour au lendemain, elles ont vu leur reach diminuer de 90%, mais ce n'est pas des faux chiffres, hein, c'est 90%. C'est-à-dire qu'au lieu d'être vues 100 fois, leurs publications, elles étaient vues que 10 fois. Quand vous avez construit votre stratégie sur ça, c'est compliqué de se relever derrière. Donc, il y a des boîtes qui ont dû fermer derrière sur Facebook. Je parle de ça il n'y a même pas un an. Donc, dépendre comme ça des réseaux sociaux, c'est compliqué. Voilà, donc là, le conseil que je ferais, c'est malgré tout d'avoir un minima pour les boîtes, un blog où il y a une actualité, où le contenu est hébergé, et ensuite, hop, on relaie sur les différents réseaux. Alors, il y a des questions sur les marketplaces, mais tant qu'on est peut-être sur les usages des réseaux sociaux, il y a une question intéressante sur la fréquence de publication par Madame Chaouki. Est-ce qu'elle peut nuire aux entreprises? Est-ce que tu as des exemples éventuellement qui illustrent cette question? Alors là aussi, publier pour publier, enfin, alors je vais dire par exemple sur Facebook, en général, je recommande 3 publications par semaine. Mais si vous êtes, c'est toujours pareil. En fait, ce qui est très difficile à appréhender avec les réseaux, enfin difficile, en tout cas à analyser et à mesurer dès le départ, c'est vraiment toute la réflexion stratégique. C'est de se dire, bon, ok, moi, ma cible, qu'est-ce que j'ai à communiquer, d'accord? À un moment donné, si c'est pour communiquer, ça sert à rien parce que c'est là où vous allez entre guillemets, ne pas capter votre cible. C'est-à-dire, vaut mieux publier 2 fois par semaine, voire une fois par semaine, mais quelque chose de percutant qui va intéresser, puisque là, on va se dire, ben, ok, c'est rare, mais quand ça y va, voilà, quoi, c'est intéressant. Facebook va se rappeler. Si, par contre, si tous les jours vous allez publier quelque chose qui n'aura pas d'intérêt ou 2 fois par jour, Facebook, ben, il va se dire, ah, ben, tiens, cet intérêt,
ce post n'a pas eu un succès, donc la fois d'après, vous allez être pénalisé en fait, parce qu'il va dire, ben ouais, mais en fait, tout ce qu'elle poste, c'est pas top, donc vous allez être moins vu. D'accord? Donc c'est vachement important l'exercice de se dire combien de fois, mais c'est surtout est-ce que j'ai du contenu intéressant à publier? Alors après, il y a des choses qui sont hyper simples hein, sur Facebook. Aller chercher du like, c'est très facile. Hein. La belle photo, ça marche bien. Le bonjour, le joyeux Noël avec un truc un peu décalé, les photos d'humour, ça marche bien. Ça c'est voilà, ça s'emballe. Mais voilà, donc, mais il faut que ça reste cohérent. Si vous faites là aussi tous les jours parce que ça marche bien de l'humour, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, vous allez aussi voilà, pourtant vous allez peut-être avoir 300, 400, la marque va peut-être avoir beaucoup de likes, mais est-ce que son objectif, c'est de paraître pour l'animateur le clown de service? Je suis pas sûre. Donc voilà, là, il faut que ça reste cohérent avec votre éditorial et votre stratégie. Très bien. On s'approche de la fin. Je regarde l'heure, il est 19 heures. Alors, on a juste quelques petites questions, mais éventuellement, on reste à vos dispositions, bien entendu. Même. On a encore Euh, alors, effectivement, quand on on regarde. parlait de marketplace. Il y a une question sur les marketplaces. Beaucoup, justement, de professionnels utilisent en recours justement au marketplace. Alors, la marketplace, c'est hyper intéressant pour se lancer, pour tester un marché, pour à moindre coût. Alors, quand je dis à moindre coût, c'est parce que quand voilà, on parlait tout à l'heure du site marchand, de même, j'ai envie de tester mes produits sur le marché. Si je dois faire un site marchand, c'est hyper cher avec la logistique que ça implique derrière. Là, l'avantage, c'est que je peux dire, bah, tiens, je vais tester de vendre mon produit sur les marketplaces. Donc, ça, c'est pertinent. Par contre, là aussi, une fois qu'on décide d'aller sur les marketplaces, aujourd'hui c'est Amazon le leader il y en a plein d'autres, la Fnac, eBay et compagnie, mais aller sur ces types d'outils, exister, c'est aussi compliqué parce que quand déjà ça veut dire avant d'aller sur une marketplace, je vends un produit, est-ce qu'il est beaucoup vendu sur la marketplace? Si j'arrive, que je vends le produit et que j'ai 100 concurrents et qui le vendent en plus 5 euros moins cher, j'ai aucune chance. Parce que là, l'avantage pour les utilisateurs, c'est que vous cherchez un produit et hop, on ne cherche pas une marque, là on cherche un produit et le produit va apparaître comme ça avec tous les vendeurs. Donc la concurrence, elle est rude et elle est, comment dire, elle pardonne pas, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes mal situé, donc il y a un gros travail sur une marketplace à faire en amont, de faire de la veille, de vérifier que son produit, il a bien sa place dans une marketplace, et ensuite bah, de travailler. Il y a le travail des annonces, il y a aussi le contrat qu'on peut avoir avec Amazon. Est-ce que je suis en logistique déportée ou est-ce que c'est moi qui envoie les colis? Donc tout ça aussi, il y a des coûts qui sont pas forcément visibles dès le départ, mais qui derrière peuvent venir alourdir la marque. Donc là aussi, on est en pleine dans une stratégie. Donc ça peut être, Denis, un sujet qui pourra être abordé lors d'un prochain webinaire. Mais là, les webinaires, c'est un vrai sujet à part entière où la première des choses que je dis aux marques, c'est OK, on va y aller, mais est-ce que votre produit est concurrentiel pour adresser autant de vendeurs? Est-ce que derrière, vous avez la logistique adaptée pour pouvoir répondre à la demande quand ça va arriver? Parce que si vous ne le faites pas, vous avez une charte à signer, c'est-à-dire un envoi sous 48 heures, vous risquez d'être pénalisé. Et la e-réputation, quand vous êtes sur les marketplaces, ben c'est on vous note de suite quoi. Vous êtes ce qu'on vous recommanderait et là ça pardonne pas. Donc oui, c'est hyper intéressant, mais là par contre pour le coup j'ai presque envie de dire voilà quoi, c'est on y va une fois que tout est bien calibré et qu'on est sûr de pas se planter. C'est très appréciable d'avoir tes connaissances, de partager tes connaissances et tes connaissances de terrain, appuyer justement sur ton expérience de terrain. Merci. Myriam, il y avait une question sur les community managers, la formation à privilégier. Il m'étonnerait que Alors tu en privilégies une en particulier, mais alors ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, sur le métier de community manager aujourd'hui, aujourd'hui on met derrière community manager tout et n'importe quoi. Là aussi, quand définir un rôle, un community manager, parce que je vous le donne parce que pour le coup, je le vis au quotidien. On m'a dit, OK, moi j'ai une formation de community manager, j'ai je sais pas combien d'heures, presque une semaine, enfin oui, presque ouais, 8 jours de formation. Euh, Ce qu'on nous a dit, enfin, ce qu'on réalise rapidement, c'est qu'ok, moi on me demande d'animer une page, ok, je vais dire bah super, je vais aller, oui, je vais construire la ligne éditoriale avec la personne, on va définir ensemble la stratégie à avoir sur les réseaux sociaux, mais qui va me fournir le contenu?
Est-ce que moi j'ai les capacités d'être une graphiste? Est-ce que moi j'ai la capacité de faire de la veille pour faire remonter l'information? Donc le poste de community manager aujourd'hui, il faut bien définir ce que vous attendez de faire sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour vous pour animer clairement pour animer une page, mais vous savez que derrière le contenu il arrive tout seul, donc là il n'y a pas de problématique. Mais sinon, être community manager, ça sous-entend derrière, si vous êtes seul à devoir gérer la marque d'une boîte, ça sous-entend avoir beaucoup plus de connaissances que le simple community manager. D'accord? Parce qu'il faut faire des visuels. À un moment donné, quand on va sur les réseaux sociaux, le visuel, comme on l'a dit, Instagram, il faut décliner des visuels, il faut faire une charte graphique, il faut faire une charte visuelle pour pouvoir petit à petit construire son image de marque. Il faut avoir de l'imagination parce qu'à un moment donné, ben voilà, faut pas croire que c'est séance infuse tous les jours on arrive, on a quelque chose à poster. Donc ça demande, et là avec qui on travaille, notre comité entre guillemets éditorial, qui c'est qui va nous aider à apporter et à multiplier ce contenu, même si je vais être chargée de le publier, mais qui va me le faire remonter. Donc vraiment voilà. Alors après au niveau c'est pour ça que je préférais vous dire que la community manager et community manager. Savoir appréhender les réseaux sociaux, savoir quel réseau social fonctionne bien pour ce produit ou pour cette marque. Ça, en 48 heures, vous avez des formations qui peuvent vous donner les bons prérequis. Après, si vous êtes vraiment dans quelque chose de beaucoup plus costaud, là, vous rentrez dans un vrai cycle. Et là, voilà, en général, après, moi, je peux. Alors, il y a Market Academy qui propose des choses assez intéressantes au niveau des réseaux sociaux. Il y a la société Mindfruits aussi qui propose. Enfin, ce sont des académies qui proposent des choses assez intéressantes. Après, il faut vous rapprocher, surtout si ça peut être financé, vers les organismes de formation qui elles aussi ont des catalogues. Je vous présentais enfin, je vous citais Market Academy et Mindfruits parce qu'ils ont pas mal de contenu en ligne sur YouTube où ils ont de vrais tutoriels et des choses assez intéressantes et je les trouve très percutants. Donc voilà, je partage avec vous si vous souhaitez aller Market Academy et Mindfruits Digital. Très bien. On a tous entendu les cloches de l'église du Vieux-Port de Marseille, je crois. Je pense qu'on va arrêter. Il est 19h06. Nous avons démarré à 18h04. Donc voilà, on s'est donné à peu près 1 heure. Est-ce que éventuellement tu veux, je te laisserai bien entendu le mot de la fin, mais d'ores et déjà, sache que tu as nos remerciements les plus sincères, effectivement. On voit combien tu maîtrises ton sujet et c'est tellement agréable, effectivement, de partager tes connaissances et ton expérience. Alors, on se retrouvera bien entendu sur le webinaire numéro 2 hein, de ton cycle dédié aux médias sociaux, un webinaire qui sera très pratico-pratique et c'est vrai que ça pourra être fort utile pour les enseignants pour illustrer en fait leur séquence d'enseignement, mais également, et on avait mentionné comme tel, pour les professionnels, pour rester en veille et voir s'inspirer éventuellement des pratiques des concurrents et néanmoins amis. Merci encore, je vous souhaite une très bonne soirée. Je te donne le mot de la fin, Myriam. Ok. Ben, merci à tous pour votre attention. Effectivement, l'avantage de la deuxième session, on va essayer d'être encore plus pratico-pratique avec chaque réseau une déclinaison d'une marque pour vous donner un petit peu la stratégie d'une marque sur un réseau. Voilà, donc après, je peux vous inviter d'ici là à regarder pour un petit peu vous imprégner. C'est EDF qui a lancé une stratégie et qui est présente sur tous les réseaux sociaux et de commencer à voir un petit peu comment eux travaillent, par exemple sur Facebook, sur LinkedIn, et vous verrez, vous allez comprendre les nuances assez rapidement. Donc n'hésitez pas à faire déjà de votre côté ce benchmark, et ensuite nous on utilisera des cas pratiques de commerce de proximité, en tout cas des entreprises lambda, pour vous montrer que aussi le petit peut aller et faire des choses assez intéressantes. Voilà, donc comme on vous le disait en introduction, on a la possibilité de télécharger le contenu, hein, il est public dans la partie téléchargement. Je crois que alors c'était oui dans le petit, vous avez la petite roue là en haut, vous avez la possibilité fichier à télécharger, et là normalement il y a la présentation qui peut être présente, enfin, qui peut être téléchargée, et je crois que Denis aussi doit vous la transmettre. En tout cas, merci à tous. Ben, pour les personnes qui seront présentes, je l'espère, au second webinaire, à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à préparer vos questions. Peut-être qu'il y en a quelques-unes que vous n'avez pas eues là. On pourra y répondre encore sur la deuxième session. Merci Denis, et puis à très bientôt à tous, et puis bonne soirée.